1 litre d'huile tous les 1000 km devient la norme sur les Renault Clio 4 équipés du moteur 1,2 litre TCE. Les segments défaillants transforment ces véhicules en bombes à retardement mécanique dès 40 000 km. Les propriétaires découvrent trop tard qu'ils possèdent une voiture condamnée. Les réseaux Renault ont émis des notes techniques internes, sans jamais alerter publiquement. Cette vidéo dévoile comment l'obsolescence programmée s'est imposée comme modèle économique dominant chez les constructeurs français et européens. L'industrie automobile moderne traverse une crise de fiabilité sans précédent. Derrière les promesses d'innovation et les stratégies marketing agressives se cache une réalité technique plus sombre, avec des véhicules conçus pour impressionner les premières années, mais incapables de tenir la distance. Cette dérive n'est pas accidentelle. Elle résulte de choix industriels délibérés où la fiabilité à long terme a été sacrifiée sur l'autel des coûts de production et des normes réglementaires. Le downsizing excessif et l'hybridation mal maîtrisée, ainsi que la course au logiciel bâclé, ont créé une génération de véhicules fragiles. Ces 7 modèles illustrent parfaitement comment l'obsolescence programmée s'est imposée comme modèle économique dominant et transforme l'automobile en bien de consommation périssable plutôt qu'en investissement durable. Mais comment en est-on arrivé à accepter qu'une voiture neuve puisse mourir avant ses 50 000 km ? Cette analyse s'appuie sur les bulletins de rappel officiels français et allemands et les retours terrain des organismes de test européens comme l'ADAC, ainsi que les données de fiabilité consolidées par AutoPlus et Which. L'objectif demeure clair, avec l'identification des pièges techniques qui transforment l'achat automobile en roulette russe mécanique. Le moteur 1,2 litre PureTech 3 cylindres de Stellantis représente l'archétype de l'ingénierie moderne défaillante. Décliné sur une gamme impressionnante qui inclut les Peugeot 208 et 2008 308, ainsi que les Citroën C3, DS3 et même l'Opel Grandland, ce bloc, développant entre 100 et 155 chevaux, semblait incarner la modernité technique. Sa promesse était séduisante, avec un couple généreux de 205 à 240 Nm associé à une consommation maîtrisée. La réalité technique révèle pourtant un défaut de conception majeur. La courroie de distribution baigne dans l'huile moteur, et cette solution, censée améliorer la lubrification et réduire les nuisances sonores, cache un piège mortel. Cette courroie, contrairement aux chaînes métalliques traditionnelles, se dégrade prématurément au contact des hydrocarbures. Les fibres de caoutchouc se détachent et créent des débris qui colmatent progressivement le circuit de lubrification. Les premiers symptômes apparaissent souvent entre 30 000 et 50 000 km, même avec un entretien scrupuleux selon les préconisations constructeurs. Le voyant d'huile s'allume par intermittence et des cliquetis se font entendre au régime. Puis surviennent les calages moteurs. À ce stade, les dégâts sont généralement irréversibles, avec le turbocompresseur détruit, par manque de lubrification, les segments grippés et les coussinets endommagés. La facture oscille entre 3 000 et 8 000 euros selon l'ampleur des dégâts. Ce qui rend ce défaut particulièrement pernicieux demeure son caractère évolutif. Contrairement aux pannes franches, qui immobilisent immédiatement le véhicule, la dégradation de la courroie humide s'effectue progressivement. Le conducteur peut rouler plusieurs milliers de kilomètres avec un moteur déjà condamné, en aggravant continuellement les dommages internes. Le succès commercial de ces motorisations aggrave considérablement le problème. Stellantis en a équipé des centaines de milliers de véhicules, particulièrement dans les flottes d'entreprises, attirées par les consommations annoncées et les tarifs agressifs. Le marché de l'occasion regorge aujourd'hui d'ex-véhicules de flotte au kilométrage raisonnable, mais porteurs de cette fragilité chronique. La stratégie de communication du groupe a longtemps minimisé l'ampleur du problème, en évoquant des cas isolés et des défauts d'entretien. Mais les rappels récents concernant les injecteurs de refroidissement huile et affectant 68 000 véhicules rien qu'en France entre 2024 et 2025 confirment la nature systémique des défaillances sur cette famille de moteurs. Les garages indépendants constatent une multiplication des casse-moteurs prématurés, particulièrement sur les véhicules utilisés en usage urbain intensif, où les cycles courts et les montées en température répétées accélèrent la dégradation du caoutchouc. Cette motorisation plébiscitée pour son agrément de conduite et son punch remarquable pour une si petite cylindrée devient un piège mortel dès que les débris de courroie commencent à circuler dans le circuit d'huile. Les statistiques révèlent des casses survenues malgré un respect scrupuleux des préconisations d'entretien et dévoilent l'ampleur d'un défaut de conception que Stellantis peine encore à reconnaître publiquement.
Renault n'échappe pas à cette dérive qualitative. Avec son 1,2 litre TCE H5 FT et cette motorisation phare des Clio 4 Capture première génération et Mégane 3 et 4 jusqu'en 2018, ce 4 cylindres turbocompressé développant entre 115 et 130 chevaux pour un couple de 190 à 205 Nm incarnait la réponse française au downsizing allemand. Le défaut de conception réside dans l'usinage et la coulée des segments de piston. Un procédé de fabrication déficient provoque une surconsommation d'huile massive dès 40 000 km. Les propriétaires découvrent alors qu'ils doivent rajouter 1 litre d'huile tous les 1000 km, voire plus en conditions sévères. Imaginez la stupeur, avec 1 litre d'huile tous les 1000 km sur une voiture de 3 ans, le cauchemar absolu du propriétaire qui découvre qu'il possède une épave camouflée en voiture moderne. Cette hémorragie lubrifiante conduit inexorablement à la casse moteur entre 60 000 et 80 000 km. La perversité de ce défaut tient à son apparition progressive. Les premiers signes passent souvent inaperçus, avec une légère baisse du niveau d'huile entre vidanges, attribuée à un fonctionnement normal. Puis, la consommation s'accélère brutalement, le catalyseur s'encrasse et les performances chutent alors que le moteur commence à montrer des signes de fatigue prématurée. Renault a longtemps refusé de reconnaître ce défaut systémique, en renvoyant les propriétaires vers leurs assurances ou en facturant les remplacements moteurs au prix fort. Les véhicules équipés de cette motorisation se négocient aujourd'hui avec une décote significative. Les acheteurs avertis exigent des preuves de consommation d'huile normale et des tests de compression avant tout achat. Nombreux sont les exemplaires proposés à la vente après remplacement moteur, et c'est le signe de l'ampleur de la problématique. Cette situation démontre parfaitement comment l'optimisation excessive des coûts de production peut transformer un avantage commercial initial en cauchemar économique pour les propriétaires. La recherche du couple généreux à bas régime et de la consommation réduite s'est faite au détriment de la longévité mécanique. Les garages Renault ont émis des notes techniques internes en reconnaissant les défauts de segmentation, mais ces documents n'ont jamais été communiqués publiquement aux propriétaires. L'expertise technique révèle que les segments mal usinés perdent leur étanchéité prématurément, en permettant au mélangeur essence de passer dans le carter d'huile et en créant une dilution qui compromet définitivement les propriétés lubrifiantes. Ce processus irréversible explique pourquoi les moteurs concernés sont condamnés dès l'apparition des premiers symptômes et rend illusoire toutes les tentatives de réparation partielle. Ford a poussé le concept du downsizing à son paroxysme avec son 1 litre EcoBoost 3 cylindres et cette motorisation star des Fiesta, Focus et Puma récents. Ce petit bloc, développant entre 95 et 155 chevaux, parfois assisté d'une hybridation légère, promettait d'allier performance et sobriété. Son couple de 170 à 240 Nm semblait défier les lois de la physique pour une cylindrée si réduite. Mais Ford a reproduit l'erreur de Stellantis en adoptant une courroie de distribution baignant dans l'huile. Cette solution technique, censée améliorer l'efficacité et réduire les nuisances, se révèle être un piège mortel pour la longévité moteur. La courroie caoutchouc se détériore au contact des hydrocarbures en libérant des débris qui finissent par saturer complètement la crépine d'aspiration d'huile. Les conséquences sont dramatiques. La chute de pression d'huile provoque l'usure accélérée de la pompe des paliers et du haut moteur. En usage urbain particulièrement sollicitant pour ces petites cylindrées suralimentées, les casses peuvent survenir avant 50 000 km. Les symptômes précurseurs sont identiques, avec le voyant d'huile intermittent, les cognements métalliques et le passage en mode dégradé. Comment expliquer que Ford reproduise exactement les mêmes erreurs fatales que ses concurrents ? Incompétence technique ou cynisme commercial? L'aspect troublant de cette problématique réside dans le fait que Ford répète exactement les erreurs de conception déjà observées chez la concurrence. Les ingénieurs américains ont-ils négligé les retours d'expérience disponibles ou bien les impératifs commerciaux ont-ils primé sur les considérations techniques? Les propriétaires de véhicules récents découvrent avec amertume que leur voiture neuve peut nécessiter un remplacement moteur complet avant la fin de sa garantie. Les ateliers Ford multiplient les Technical Service Bulletins pour tenter de limiter les dégâts, mais la nature systémique du défaut rend les corrections palliatives inefficaces. Cette débâcle génère une méfiance croissante envers les petites cylindrées suralimentées, autrefois perçues comme l'avenir de l'automobile. Les consommateurs redécouvrent les vertus des motorisations atmosphériques, plus grosses cylindrées, moins sollicitées et mécaniquement plus simples. L'arrivée massive des constructeurs chinois en Europe s'accompagne de leurs propres problématiques qualitatives. La MG4
véhicule électrique fer de lance de SAIC Motor en Europe, illustre les défis d'industrialisation rapide d'une marque ressuscitée. Déclinée avec des batteries de 51 à 64 kWh et des puissances s'étalant de 170 à 435 chevaux pour la version X-Power, elle promettait une autonomie de 250 à 450 km, selon le cycle WLTP. Mais la réalité du terrain révèle une fiabilité préoccupante. Dès les premiers mois de commercialisation, l'électronique de puissance montre des défaillances répétées, avec des coupures intempestives de la batterie 12 volts, des refus de démarrage sans raison apparente et des problèmes de charge compromettant l'usage quotidien. L'infotainment se révèle particulièrement capricieux, avec des écrans qui se figent ou redémarrent inopinément. Plus grave encore, la transmission présente des à-coups et des comportements erratiques qui remettent en question la qualité d'assemblage. Ces défaillances précoces, survenant parfois dès les premiers milliers de kilomètres, révèlent des lacunes dans les processus de validation industrielle. Le service après-vente constitue le talon d'Achille de cette offensive chinoise. Les pièces détachées sont difficiles à obtenir en entraînant des immobilisations prolongées dépassant souvent une semaine. Cette situation rappelle les débuts difficiles des constructeurs coréens ou japonais en Europe, mais survient dans un contexte où les consommateurs ont des attentes qualitatives plus élevées. La stratégie tarifaire agressive de MG masque ces défaillances structurelles. Les prix cassés, amplifiés par les bonus écologiques, attirent une clientèle séduite par le rapport équipement-prix, mais peu sensibilisée aux enjeux de fiabilité à long terme. Faut-il vraiment accepter de devenir cobaye pour des prix cassés ? Le marché de l'occasion commence déjà à sanctionner ces véhicules par une décote importante. Ce scandale pose des questions plus larges sur l'industrialisation automobile. Les organismes d'homologation européens sont-ils équipés pour évaluer la fiabilité à moyen terme ? L'urgence écologique justifie-t-elle de brûler les étapes de développement ? Volkswagen, géant industriel réputé pour sa rigueur technique, a connu un échec retentissant avec le lancement de l'ID3. Ce véhicule électrique, développé sur la plateforme MEB dédiée, devait incarner la renaissance du groupe après le Dieselgate. Équipé de batteries de 58 à 77 kWh et d'un moteur électrique de 204 chevaux en propulsion arrière, l'ID3 promettait de démocratiser la mobilité électrique premium. Mais Volkswagen a sous-estimé la complexité du développement logiciel. Les premières séries livrées, entre 2020 et 2022, souffraient d'une immaturité software critique. Les écrans s'éteignaient aléatoirement et les systèmes d'aide à la conduite présentaient des comportements erratiques, dangereux, alors que la charge rapide se révélait capricieuse selon les bornes utilisées. Cette situation inédite pour Volkswagen révélait une transformation profonde de l'industrie automobile. Les véhicules modernes sont devenus des ordinateurs roulants, où la fiabilité mécanique traditionnelle ne suffit plus. Il faut désormais maîtriser des millions de lignes de code, gérer les interactions entre capteurs multiples et assurer la cohérence de systèmes complexes. Les propriétaires des premières ID3 sont devenus, malgré eux, des bêta-testeurs d'un produit inachevé. Les mises à jour over the air se succédaient et certaines apportaient des corrections, tandis que d'autres introduisaient de nouveaux dysfonctionnements. Cette approche agile du développement automobile, inspirée de l'industrie informatique, s'avère inadaptée à des biens durables sollicités quotidiennement. L'ampleur du fiasco a contraint Volkswagen à revoir ses méthodes de développement. Le groupe a investi massivement dans ses équipes logicielles et a retardé plusieurs lancements pour éviter de reproduire cette catastrophe industrielle. Mais les dégâts d'image sont durables et la confiance des consommateurs dans les véhicules électriques du groupe reste ébranlée. Cette expérience met à nu les défis de la transition électrique pour les constructeurs traditionnels. Elle révèle aussi comment l'urgence commerciale peut conduire à des compromis qualité inacceptables pour les utilisateurs finaux. L'électrification des modèles populaires s'accompagne de ses propres écueils techniques. La Peugeot électrique 208, déclinaison électrique du best-seller français, ainsi que sa cousine électrique 2008 et l'Opel Corsa électrique exposent les difficultés d'adaptation des chaînes de production existantes aux nouvelles technologies. Équipée d'une batterie de 50 kWh, alimentant un moteur de 136 chevaux, ces citadines promettaient de démocratiser la mobilité électrique. Mais le chargeur embarqué, composant critique pour l'usage quotidien, présente des défaillances récurrentes sur les premières séries produites entre 2019 et 2022. Ce fiasco met en lumière les risques de l'électrification précipitée. Les constructeurs européens, pressés par les réglementations et la concurrence, ont accéléré leurs programmes
sans prendre le temps nécessaire à la validation industrielle. Les premiers clients essuient les plâtres d'une technologie immature. La garantie constructeur couvre généralement ces défaillances, mais l'expérience utilisateur reste dégradée. La confiance dans la mobilité électrique s'effrite quand l'outil de transport devient imprévisible. Ces déboires techniques alimentent la méfiance grandissante du public envers les véhicules électriques. L'hybridation rechargeable représente l'aboutissement de la complexité automobile moderne. La Peugeot 508 hybride, associant un moteur essence 1,6 litre à un moteur électrique de 81 kW pour une puissance combinée de 225 chevaux, devait incarner l'efficience énergétique premium. Sa batterie lithium-ion de 10,8 kWh promettait une autonomie électrique suffisante pour les trajets urbains quotidiens. Mais cette sophistication technique cache une fragilité systémique. Les erreurs électriques se multiplient sur les premières séries en provoquant des mises en sécurité intempestives et des arrêts complets du véhicule. Les systèmes de gestion électronique sollicités par la coordination permanente entre les deux motorisations montrent des défaillances précoces, nécessitant des diagnostics complexes. Les convertisseurs de puissance et les calculateurs moteurs, composants critiques de l'architecture hybride, présentent des pannes coûteuses, rarement couvertes intégralement par la garantie constructeur. Les propriétaires découvrent alors que la complexité technique se traduit par des coûts de maintenance prohibitifs. Cette situation n'est pas accidentelle. Elle résulte de choix stratégiques délibérés, où la rentabilité à court terme prime sur la satisfaction client à long terme. L'obsolescence programmée, longtemps cantonnée à l'électroménager, contamine désormais l'industrie automobile, avec la complicité tacite des pouvoirs publics européens. Face à cette réalité, les consommateurs doivent retrouver les réflexes de vigilance. Privilégier la simplicité mécanique, exiger les historiques d'entretien complets et vérifier les garanties résiduelles sur les composants critiques. L'automobile redevient un achat à risque, où l'expertise technique différencie les bons choix des pièges commerciaux. Cette crise de fiabilité annonce peut-être un retour du balancier vers des conceptions plus robustes, car l'histoire industrielle démontre qu'aucun marché ne peut durablement prospérer en déceptant ses clients. L'automobile de demain devra concilier performance environnementale et fiabilité mécanique sous peine de perdre définitivement la confiance des utilisateurs.